Donc, merci beaucoup, Jacques Robert, de venir. Donc, les gens du LESIA connaissent pour la plupart. Il a fait sa thèse ici, qu'il a soutenue en 2016, je crois. Et puis, pendant plusieurs années, il a été postdoc à Caltech et puis à Hawaï avec Dimitri Mawey, en particulier sur l'instrument CAPIC. Et maintenant, il est EU Scientist à Keck, où il travaille en grande partie encore sur l'instrument CAPIC d'ailleurs. Et donc, il va nous présenter ça. En particulier sur les exoplanètes et puis sur Galaxy Center. Voilà. Je te cède la parole, Jacques Robert. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. Oui, merci de m'avoir invité, Johan. Donc, ouais, je vais vous parler de ce projet. C'est donc le Cake Planet Imager and Characterizer. Donc, c'est le projet sur lequel j'ai travaillé pendant la plupart de mon postdoc. Donc, pendant 2 ans, j'étais à Caltech et on était plutôt sur une phase design et construction de l'instrument. Et après, pendant 2 ans, il était à Keck où on a observé avec. Donc, il y avait une partie de engineering au début et progressivement, on a commencé à faire de la science avec. Et vu que c'est un projet qui est en plusieurs phases, donc il y a 2 phases du projet. Donc, la première phase, c'était juste, on a juste implémenté ce qui était vraiment basique, quoi, ce qu'il fallait, le minimum qu'il fallait pour que l'instrument marche. Et après la phase 1, il y aura une seconde phase qui va commencer l'année prochaine, au début de l'année prochaine. Donc aujourd'hui, je vais plutôt parler de la première phase du projet qui va bientôt finir. Donc l'objectif scientifique ici, c'est d'observer et de caractériser des exoplanètes. Donc, donc le projet lui-même, c'est donc on a une, excusez-moi. Oui, donc là, il y a 2 goals principaux. Il y a 2 goals principaux. Donc, le premier goal du projet, c'est d'observer des planètes et de faire des images de ces planètes. Et la deuxième partie du projet, c'est d'obtenir des spectres haute résolution de ces planètes. Donc, les targets qui nous intéressaient au début du projet, donc c'était des exoplanètes, donc inférieures à 13 masses de Jupiter, et des brown dwarfs qui peuvent aller jusqu'à 80 masses de Jupiter. Et a priori, au début, on voulait aller jusqu'à 2 arcs secondes de séparation. Et au début du projet, ça englobait à peu près une cinquantaine de targets qui étaient accessibles pendant le projet. Donc, alors, comme vous le savez certainement, il est préférable d'observer ces objets dans l'infrarouge parce que le contraste entre leur étoile et le contraste entre l'étoile et la target est plus faible en infrarouge. Et aussi, au début du projet, on voulait plutôt s'orienter sur des objets qui orbitaient autour d'étoiles relativement faibles, donc des des M-stars, par exemple. Donc, juste, je reviens rapidement sur le système optique de Keck. Donc, c'est vraiment un système relativement classique, on va dire. Donc, après le télescope, on a un miroir tilt-tilt, un miroir déformable. Et la partie visible de la lumière est utilisée par un Shackleton, qui est le wavefront sensor classique de Keck. Et la partie infrarouge est utilisée par des instruments. Donc, dans le cas de Keck2, il y a 2 instruments. Il y a NIRC2, qui est un imager qui est assez vieux maintenant, mais qui a fait beaucoup de belles images, on va dire. Et il y a NIRSpec, qui est un spectrographe haute résolution. Et a priori, il peut aller jusqu'à une résolution de 37 000 en bande K. Donc, le projet KEPIC, donc il y a beaucoup de choses qui sont incluses dans ce projet. Donc, il y a des modifications pour NIRC2 qui consistaient à implémenter des vortex dans NIRC2 pour pouvoir imager des exoplanètes. Donc, vortex plus le stop. On voulait aussi installer un polariméteur, mais ça n'a pas été fait dans la première phase du projet. Après, on a plusieurs modules qui sont arrivés sur le banc d'optique adaptative. Donc, il y a une pyramide. Donc, c'est un wavefront sensor qui est, lui, en infrarouge. Et donc, l'idée ici, c'est qu'on voulait pouvoir observer on voulait observer des étoiles qui étaient relativement faibles pour pouvoir avoir plus de facilité de détecter les planètes autour de ces étoiles. Donc, pour observer ces étoiles faibles, on voulait pouvoir fermer la boucle d'optique adaptative directement sur ces
étoiles. Donc, on a décidé d'aller sur un wavefront sensor en infrarouge. Et on avait aussi ce projet, donc la partie sur laquelle j'ai le plus travaillé, qui est cette Fiber Injection Unit. Donc, l'idée ici, c'est d'injecter la lumière de l'étoile ou de la planète dans des fibres monomode et de connecter ces fibres à NIRSpec. Donc, il y a plusieurs avantages de faire ça, et je reviendrai dessus plus tard. Donc, il y a deux modes d'observation principaux. Le premier mode d'observation, c'est un mode qui est utilisé pour imager et détecter des planètes. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on on envoie une partie de la lumière, donc J1H, sur la pyramide qui sert de wavefront sensor, et le reste de l'infrared, donc K, L, M bands, ils vont sur NIRC2. Donc ça nous permet de faire d'observer des compagnons autour d'étoiles. Et avec ces images-là, on peut faire de la science qui va être, on va dire, pas basique, mais relativement simple. Donc, on va pouvoir faire de l'astrométrie, de la photométrie et avoir accéder aux paramètres orbitaux de la planète. Donc, si vous observez votre système plusieurs fois, pendant une période de temps assez longue, vous pouvez commencer à voir l'orbite de la planète, par exemple. Okay. Donc, le second mode d'observation de KEPIC, c'est une phase qui c'est pour caractériser les planètes. Et dans ce cas-là, il n'y a plus de lumière qui va vers NIRC2. On envoie tout de l'infrarouge dans la direction de la pyramide et du Fiber Injection Unit. Donc, on a toujours une grande partie de J et H qui va sur la pyramide pour faire le wavefront sensing et la correction d'optique adaptative. Et le reste va vers le Fiber Injection Unit qui, lui, a pour but d'envoyer K et L vers NIRSpec à travers une fibre optique. Donc, voici des images des deux, du gros morceau qu'on a ajouté sur le bande optique. Et en gros, on a réussi à mettre tout ce qu'on voulait mettre, excepté le polariméteur dans NIRC2. Donc, c'est la seule chose qui n'a pas été faite. Donc, les coronographes, ces coronographes, ils ont été installés avant que j'arrive à Caltech. Donc, je pense que c'était avant 2016. Et on a installé des nouveaux LIO-stop à l'intérieur de NIRC2 pour pouvoir améliorer leur performance, disons. Donc ça, c'est déjà opérationnel et c'est utilisé régulièrement à Keck. Donc ça, c'est déjà un mode qui est facilitated, je ne sais pas comment on dit en français, qui est opérationnel, on va dire. La seconde chose qu'on a implémentée, c'est donc cette pyramide. Donc il y a plusieurs types de pyramides, mais l'idée principale, c'est qu'on focalise le faisceau sur un prisme. Donc il y a plusieurs types de prismes possibles et dans notre cas, on a une pyramide à 4 faces. Et après, on fait une image du plan pupille qui suit. Et, on peut faire de la correction, wavefront correction avec ces images-là. Donc, cette partie du projet, ça a été plutôt la partie de Charlotte Bound, qui est maintenant à Édimbourg, mais c'était sa partie principale. Donc, les performances qu'on avait, quand on a installé le système, on a eu une grande période où on faisait de l'engine, quand on a testé le projet. Donc, ça, c'est les performances de la pyramide pendant cette période. Donc, je pense qu'on a un peu mieux maintenant, mais j'ai pas de données, j'ai pas un graphique qui montre ça. Donc, j'ai mis le graphique qu'on avait avant. Donc, là, la surface bleu clair qui est en arrière-plan, c'est les performances qu'on s'attendait à voir avec la pyramide pour différentes. Donc, la pyramide observe en bande H. Donc, l'abscisse, c'est la magnitude des étoiles en bande H. Et en ordonnée, c'est le Strel qu'on arrive à obtenir en imageant sur NIRC2 en bande K. Et comme vous voyez, on a des performances qui sont très, très similaires à ce qu'on s'attendait à avoir. Donc, observer avec la pyramide, ça nous a permis d'observer des étoiles qui sont très, très faibles en visible. Donc, ça, c'est un graphe qui a été produit pendant cette période d'engineering. On a réussi à observer des étoiles qui sont même invisibles et qui ne sont même pas observables en fait, avec le laser et le Shaq-Hartmann wavefront sensor. Donc, qui vont jusqu'à des magnitudes 20 ou plus en visible, mais qui restent des magnitudes autour de 10 en H. Donc, là, je crois que la limite pour la pyramide, c'est on observe jusqu'à des magnitudes 12 en H.
avec des performances qui sont relativement, faibles, comme le montre le graphe précédent ici. Donc ça, c'est une image d'une binaire qu'on avait observée qui était donc magnitude d'à peu près 10 en H et en visible 15, donc qui est relativement faible. Donc, donc Charlotte, elle avait a réussi à fait tous ces résultats, c'est des résultats qui ont été obtenus par Charlotte. La seule chose qui manquait quand elle est partie, c'est on n'avait pas réussi à pouvoir faire des observations hors axe avec la pyramide. Et c'est l'un des projets sur lesquels j'ai travaillé quand j'ai commencé à travailler pour Cake. Donc, l'idée ici, c'est que des fois, on peut fermer la boucle sur la boucle d'optique adaptative sur une étoile, mais ce qui nous intéresse est hors axe. Donc, c'est par exemple le cas du Galactic Center. Donc, le Galactic Center, il y a beaucoup d'étoiles qui sont autour du trou noir, mais qui sont relativement faibles, qui ont une magnitude relativement faible. Et en fait, pas très loin, il y a une étoile qui est relativement brillante en H. Donc, c'est cette étoile qui s'appelle JC IRS7. Donc, c'est une magnitude, je crois que c'est 9,3 en H. Et en visible, je crois qu'elle est très, très faible. Je crois qu'en J, c'est une magnitude 14. Et en visible, ça doit être, je sais pas, mais à mon avis, elle est très faible. Donc, l'idée, c'était de fermer la boucle sur cette étoile et de pouvoir observer le Galactic Center qui est à peu près 5 arcs-secondes au sud. Donc, l'image est orientée un peu bizarrement parce que je voulais pouvoir la mettre à l'horizontale. Donc, le sud est vers la droite. Donc, on a fermé la boucle et après, donc ça, c'est une image NIRC2, c'est 10 arcs-secondes par 10 arcs-secondes. Et on a fermé la boucle et après, on a appliqué des offsets. On a pris une image qui est 5 arcs-secondes de décalage. C'est 6 la première, 12, 18, 24 et 30. Et on a créé cette mosaïque du Galactic Center. Donc, j'ai extrait 3 zones. Donc, la première zone, c'est autour de l'étoile qui est donc GC IRS7. Et donc, comme vous pouvez le voir, la correction, elle est relativement bonne autour de cette étoile. 5 arcs-secondes à côté, on a le Galactic Center qui est ici. Et donc là, c'est pareil, on a une correction qui est relativement bonne. Et plus on s'éloigne, plus la correction se dégrade. Et c'est ce qu'on s'attend à cet effet, puisque la lumière ne traverse pas les mêmes colonnes d'atmosphère. Donc la correction est très efficace au centre, et plus on s'éloigne de l'axe, plus la correction se dégrade. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai extrait une centaine d'étoiles dans ce champ, et j'ai calculé pour toutes ces étoiles la largeur à mi-hauteur de la PSF. Donc, c'est un peu compliqué pour Cake parce que la PSF n'est pas symétrique, c'est un hexagone, donc c'est pas la meilleure stratégie d'essayer de fitter une gaussienne dessus, mais c'est ce que j'ai fait juste pour pouvoir réduire les données rapidement. Et donc, ce qu'on se rend compte ici, c'est que pour ces conditions d'atmosphère qui étaient relativement bonnes, entre 0 et 10-15 arcs-secondes, on a une correction qui va aller jusqu'à quand on arrive à avoir une résolution de 50 masses à peu près, ce qui est la résolution de Cake. Et après, plus on s'éloigne, plus les corrections se dégradent, ce qui est attendu. Donc là, ce résultat-là, il dépend évidemment beaucoup des conditions d'observation. Donc, l'une des solutions qu'on pourrait avoir si les conditions étaient moins bonnes, ça serait de fermer la boucle sur des étoiles qui sont plus proches. Donc, par exemple, ces étoiles-là qui sont à peu près de magnitude 11, si je me souviens bien. Alors, on a essayé de faire ça, mais le problème, c'est qu'avec la pyramide, on a un problème quand on essaie d'observer des étoiles qui ont des magnitudes similaires et qui sont à une certaine distance l'une de l'autre. Donc ça, c'est typiquement ce qu'on observe. Donc si les étoiles ont une magnitude similaire mais qui sont très proches l'une de l'autre, on peut fermer la boucle et il n'y a aucun problème. Si elles sont suffisamment loin l'une de l'autre, on peut fermer la boucle et il n'y a pas de problème. Mais si elles sont dans un entre-deux, on va dire, on a un problème, mais on pense qu'on peut régler ce problème relativement facilement et c'est ce qui va se passer probablement dans la seconde phase du projet. Okay. Donc le second, on va dire, module du projet, c'est ce Fiber Injection Unit. Donc l'idée ici, c'est donc on observe une étoile, on essaye d'atténuer au plus possible cette étoile en utilisant des techniques classiques de coronographie. Et une fois qu'on a fait ça, on essaye d'injecter la lumière de la planète
dans une fibre optique monomode. Et on connecte cette fibre sur un spectrographe haute résolution. Donc, dans notre cas, c'est NIRSpec qui peut aller jusqu'à une résolution de 37 000 en K. Et une fois qu'on a des données spectrales sur cette planète, ce qu'on essaye de faire, c'est de comparer cette planète avec un modèle en utilisant en calculant la fonction la cross correlation function. Donc, je crois que c'est corrélation croisée en français. Pour comparer en gros les données au modèle. Et du coup, si le modèle et les données sont similaires, on va avoir un pic de détection comme celui-ci. Et en étudiant ce pic, on peut avoir plein d'informations. Donc, par exemple, si le pic il est décalé vers la droite ou la gauche, ça peut nous donner une information sur la vitesse réelle de la planète. Si le pic est élargi, ça peut nous donner une information sur le spin de la planète. Si le pic il est asymétrique, ça peut nous donner une information sur est-ce que les molécules détectées sont plus d'un côté ou de l'autre de la planète. Et en imageant la planète plusieurs fois, on peut essayer de faire du Doppler imaging. Et on peut aussi évidemment avoir plein d'informations sur les paramètres atmosphériques de la planète juste en changeant le modèle, en essayant de revoir si un modèle est plus compatible avec les données, si des molécules sont présentes ou non, ce genre de choses. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de comment marche ce Fiber Injection Unit très précisément, mais en gros, ce qu'on a, c'est que la lumière infrarouge arrive sur un miroir type tilt qui est à l'intérieur du FAU, donc qui n'est pas du tout vu par le Wavefront Sensor. Et donc, cette lumière infrarouge est divisée en deux. Donc, il y a une partie J1H qui va sur une caméra et le reste va vers une fibre. Et donc, du coup, quand on observe pendant la nuit, on voit une étoile sur notre détecteur, mais on ne peut pas voir les fibres. Donc, il a fallu qu'on trouve une stratégie pour pouvoir aligner la planète avec une fibre. Et dans notre cas, on ne voit jamais la planète sur ce détecteur. Donc, on ne voit que l'étoile et on doit aligner une planète qu'on ne voit pas avec une fibre qu'on ne voit pas en gros. Donc, pour trouver les fibres, on a une stratégie pour la journée. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a une méthode pour avoir une idée approximative de la position des fibres par rapport au détecteur. Donc, en assumant que toute cette partie-là de l'instrument est statique, en gros, les fibres, si on arrive à savoir où sont les fibres qu'on part au détecteur, on peut assumer qu'elles ne vont pas bouger pendant la nuit. Et du coup, on peut juste aligner l'objet d'intérêt avec un pixel sur notre caméra et on va éjecter la lumière de cet objet dans une fibre. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a une méthode pour trouver approximativement la position des fibres. Et après, ce qu'on fait, c'est qu'on injecte la source de calibration du banc d'optique captative avec un pixel. On prend une image. Donc, a priori, il y a de la lumière qui va être injectée dans cette fibre. Et on mesure la quantité de lumière qui est injectée dans cette fibre. Et on répète cette opération pour un très, très grand nombre de positions sur le détecteur. Et on arrive à reconstruire ces maps d'injection qui sont basiquement pour cette position sur le détecteur, est-ce qu'on a du flou ou non. Et on reconstruit des images comme ça. Alors, cette image, elle est assez intéressante parce que si on trace le profil radial de cette image, on a quelque chose qui ressemble à ça. Donc, ce profil radial. Donc, en bas, on a la séparation en milliards secondes et on a le flux normalisé. Donc, si on est bien aligné avec la fibre, on a une très bonne injection. Mais comme vous pouvez le voir, aussitôt qu'on a une erreur type tilt, donc si on est à 50 masses, par exemple, qui est la résolution du télescope, donc la taille de la PSF sur le détecteur, on a déjà perdu toute la lumière, on n'injecte plus du tout de lumière. Donc, injecter de la lumière dans une fibre monomode, c'est très sensible au type tilt. On est très sensible au type tilt. Mais si on arrive à aligner la planète avec cette fibre, on va injecter la lumière de la planète très efficacement dans la fibre, mais on ne va pas du tout injecter de la lumière de l'étoile si l'image de l'étoile est relativement loin de cette fibre. Donc, c'est un gros avantage d'utiliser des fibres monomodes pour cette application. Donc, pendant la nuit, la séquence d'observation classique, c'est d'observer l'étoile. Donc, on aligne l'étoile avec une fibre. Donc, dans la pratique, on ne l'aligne pas exactement avec une fibre parce qu'on doit prendre en compte la dispersion de l'atmosphère et d'autres paramètres comme ça.
Et ce qu'on obtient d'habitude, c'est donc dans notre cas, on a 5 fibres et on aligne l'étoile sur une des fibres et on obtient un spectre qui est comme ça. Donc d'habitude, l'étoile est très brillante, donc on a un très très fort signal pour l'étoile. Et on peut extraire, donc la première chose qu'on fait, c'est qu'on observe l'étoile, comme ça on peut avoir le spectre de l'étoile. Et aussi, ce qu'on peut faire, c'est utiliser ce spectre pour calculer la transmission. Et ça va nous donner rapidement une idée de si cette target est trop difficile pour cette nuit-là d'observation. Donc, pendant une très bonne nuit d'observation, on peut avoir un throughput qui va aller jusqu'à 3%. Et donc 3%, c'est à peu près le meilleur qu'on a obtenu pour le moment. Et c'était le goal qu'on avait au début du projet. Donc, c'est un très bon throughput. Dans la pratique, on avait très régulièrement au-dessus de 2%, entre 2 et 2,5%. Mais le throughput va énormément dépendre des conditions météo, donc de la correction de la boucle et de l'efficacité du système. Donc, on utilise le spectre de l'étoile pour mesurer ce throughput et ça nous donne très rapidement une idée si on peut observer si la target va être trop challenging. Jacques Robert, je peux poser une question pendant que tu parles Oui. Vous avez étudié la variation du spectre en fonction de la précision du type tilt dans l'injection. Est-ce que ça change beaucoup le spectre ou est-ce que juste ça fait varier le flux? Alors, je crois que ça fait juste varier le flux, mais je suis pas sûr à 100%. Donc, c'est pas moi qui ai réduit les données, donc je sais pas vraiment je sais pas si vraiment s'ils ont étudié ça en profondeur. Ok, bon, c'était juste comme ça si tu avais la réponse. Non. Mais je vérifierai après si tu veux. Donc, ouais, voilà. Donc, la deuxième partie, une fois qu'on a observé l'étoile, c'est d'observer le compagnon. Donc là, le compagnon, on ne le voit jamais dans notre cas. Donc, ce qu'on fait ici, c'est qu'on est obligé d'avoir l'information de l'astrométrie. Donc, quelle est la séparation et la position angle du compagnon par rapport à l'étoile pour pouvoir aligner le compagnon avec une de ses fibres. Et encore une fois, ici, on doit prendre en compte la dispersion de l'atmosphère. On doit prendre en compte d'autres facteurs comme la distorsion du champ de vue sur le détecteur, ce genre de choses. Et ce qu'on fait en pratique, c'est qu'on on utilise le rotateur donc, une fois qu'on a la planète qui est alignée avec cette fibre, la planète est alignée et on peut bouger l'étoile autour de cette position en utilisant le rotateur du télescope. Et ce qu'on va faire en pratique, c'est qu'on va essayer de mettre l'étoile pas trop loin d'une fibre pour qu'on puisse injecter des speckles de l'étoile dans une fibre et avoir l'information spectrale de l'étoile en parallèle. Donc, quand on observe une planète, on a d'habitude 2 traces sur le détecteur. Donc, on a une trace qui contient essentiellement la lumière de la planète plus le champ de speckle de l'étoile et une autre trace qui contient le champ de speckle de l'étoile. Donc, une fois qu'on a ces données-là, on peut commencer à extraire les données. Donc, ça, c'est pas du tout la partie sur laquelle j'ai travaillé, mais en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on a donc on connaît on a le spectre de l'étoile et on a un spectre qui contient la lumière de l'étoile plus la lumière de la planète. Et ce qu'on fait, c'est qu'on on essaye de soustraire on a le spectre qui contient la lumière de la planète plus la lumière de l'étoile. On essaye de soustraire la lumière de l'étoile et une fois qu'on a la lumière de la planète, on essaye de fitter un modèle dessus et de faire des cross-correlation avec des modèles. Donc, c'est typiquement le genre de données qu'on observe ici. Donc, ça, c'est des données qui ont été observées qu'on a été obtenues pour un certain nombre d'objets d'intérêt. Donc, là, il y a plusieurs objets que vous connaissez sûrement. Donc, ça, c'est les pics de corrélation qu'on obtient. Et donc, là, on a 4 exemples. Donc, là, oui, 4 exemples. On a aussi HRA 799 qui a été évidemment un des systèmes qu'on a observé en premier. Donc, on a tous les pics de corrélation des 3 principales. Donc, on n'avait pas B à cette époque-là parce qu'on s'est concentré sur les 3 premières
parce que c'était les plus intéressantes pour nous. Et quand on a voulu faire B, on n'avait pas eu une très bonne météo, donc on avait trop donné celle-là. Mais la semaine dernière, on a réussi à avoir des données spectrales sur B. Et à partir de ces pics de ces cross-correlation function, on peut déterminer plusieurs paramètres comme la radial velocity ou le spin de la planète. Donc jusqu'à maintenant, on a observé à peu près une quarantaine de targets. On a des données sur une quarantaine de targets et on a détecté des molécules où on a fité des modèles et on a des pics de corrélation pour à peu près une vingtaine de compagnons. Et si on n'a pas de résultats pour les 20 autres, c'est parce que soit on n'a pas assez de données, on sait qu'on n'a pas observé cette target pendant assez longtemps, ou parce qu'on a observé cette target mais qu'il y avait une mauvaise météo, ou alors qu'on n'a pas du tout eu le temps de réduire les données. Donc, le principal problème pour nous pour l'instant, c'est qu'on n'a pas assez de monde pour réduire les données, parce que c'est a priori assez compliqué de réduire ces données. Donc, on a observé une quarantaine de targets, donc la plus faible qu'on a observée, c'est une magnitude 17 en K. Et la séparation la plus grande séparation qu'on a observée, c'est 3,6 arcs secondes, ce qui est bien au-dessus de ce qu'on avait prévu de faire au début. Donc, c'est un bon résultat pour nous. On a eu quelques surprises. Donc, par exemple, celle-là, c'est une exoplanète, un compagnon qui a l'air d'être une binaire. Donc, c'est un des objets qu'on essaie de suivre et de continuer de voir si c'est vraiment un résultat fiable ou non. Donc, le dernier module sur lequel on a travaillé, qui fait partie de ce projet, c'est un Zernike Wavefront Sensor. Donc, l'idée ici, c'est quand on essaie d'observer on essaie d'imager des systèmes, une partie de la lumière donc L1M va vers l'imageur qui est NIR2, et J1H, les bandes J1H vont vers ces deux modules. Et pour l'instant, on a un pick-off statique, donc on a une dichroïque qui envoie la lumière vers la pyramide, et on n'en a que un, et c'est une dichroïque qui envoie 90% de J1H vers la pyramide et 10% de la lumière vers le Fiber Injection Unit. Et du coup, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on pouvait utiliser ces 10% qui étaient de toute façon perdus pour essayer qu'on essaie de faire quelque chose avec ces 10%. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé un Zernike Wavefront Sensor juste devant le tracking camera qui est utilisé par le Fiber Injection Unit. Donc, le Zernike Wavefront Sensor, c'est juste un morceau de verre où il y a un trou qui est percé dedans. Et on peut faire donc c'est juste un morceau de verre qu'on met en plan focal, et si on image le plan pupille qui est derrière, on peut avoir des informations sur... on peut faire du wavefront sensing. Donc ça, c'est des images qui ont été obtenues à JPL, donc en labo. Donc à gauche, on a juste c'est une image qui est obtenue avec un Zernike Wavefront Sensor quand donc ce que vous voyez, c'est une image d'un miroir segmenté, d'un miroir déformable segmenté. Et du coup, quand il est à plat, on n'a aucune structure particulière. Mais à droite, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis du type tilt sur certains segments, et ils ont aussi injecté du piston sur d'autres segments. Donc les segments qui ont du type tilt, on voit des franges d'interférence. Donc il y a 4 segments qui ont été type tilt. Et les segments sur lesquels il y a du piston, ils deviennent plus brillants ou plus sombres en fonction du piston injecté. Donc ça, c'est on a essayé d'observer, évidemment, pendant la journée, on a essayé de faire des tests pendant la journée et sur le ciel. Donc l'image qui est à gauche, c'est une image plan pupille. Donc il n'y a pas de Zernike Wavefront Sensor. Et en fait, il y a déjà beaucoup d'informations sur cette image. Donc ça, c'est la pupille de Keck juste pendant la nuit sans Zernike Wavefront Sensor. La première fois qu'on a essayé de faire des observations, on a fait des observations à travers beaucoup de nuages. Du coup, c'était assez compliqué. On n'a pas eu des super bons résultats, mais c'est la première image qu'on a fait avec le Zernike Wavefront Sensor. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est de mettre du tip tilt sur les segments de Keck. Donc, le premier qu'on a essayé de mettre un tip tilt, on a mis beaucoup trop de tip tilt, donc on a perdu le segment. Et après, vous voyez que sur certains segments, on peut voir des franges d'interférence.
qui nous disent qu'a priori, on va pouvoir avoir des résultats avec le Zernike Wave Function Sensor. Donc, ce qu'on a fait après, on a réussi à avoir du temps d'engineering pour faire d'autres tests avec le Zernike Wave Function Sensor. Et ça, c'est des données qu'on a obtenues sur une nuit qui était bien meilleure, on va dire. Donc ça, c'est des mesures absolues. Donc, ça veut dire qu'on prend juste une image avec le Zernike Wave Function Sensor et en gros, voici ce qu'on obtient. Donc, les deux images sont les mêmes, mais dans l'image de droite, j'ai juste retiré tout le background et les gaps entre les segments pour que les segments soient plus visibles. Donc, il y a beaucoup de choses intéressantes sur cette image. Donc, par exemple, vous pouvez voir qu'il y a des segments, quand ils sont coupés par une araignée, une araignée, on peut voir du piston. Donc, quand il y a du piston, le segment apparaît beaucoup plus sombre ou beaucoup plus brillant. Et il y a des segments, donc les segments qui sont coupés par des spiders ou des araignées. A priori, si le segment il doit avoir qu'une seule couleur, et des fois on voit qu'ils sont coupés en deux, qui est une partie noire et une partie plus brillante. Donc ça nous indique qu'on aurait peut-être du low wind effect sur Cake. Voilà. La seconde chose qu'on a essayé de faire, c'est de faire des mesures relatives. Donc ce qu'on fait ici, c'est qu'on prend une image de la pupille de Cake. Et après, on introduit du piston volontairement sur les segments. On prend une autre image et on calcule la différence des deux. Et voici ce qu'on obtient. Donc ça, c'est une image qu'on a obtenue pendant la même nuit d'observation. Et ce qu'on a fait dans ce cas-là, c'est qu'on a injecté du piston sur 3 segments. Et on peut voir très clairement sur lesquels on a injecté du piston. Donc, voilà. La prochaine étape pour le Zernike Wave Function Sensor, ça va être d'injecter si on a une nuit supplémentaire, ça serait de voir si on peut mesurer des tip tilt et voir quelle est notre sensibilité. Excusez-moi. Quelle est la sensibilité du Zernike Wave Function Sensor au tip tilt. Donc, est-ce qu'on peut voir des tilts et des tips qui sont relativement faibles? Pareil pour les pistons. Jusqu'à quel level de piston on peut voir. Et donc la première étape, c'est d'essayer de voir si on peut mesurer quelque chose. La seconde étape, ce serait de pouvoir voir si le miroir primaire de Cake, les segments, le co-phasing des segments évolue en fonction pendant la nuit. Donc, par exemple, si on observe une target pendant très longtemps, l'élévation va changer. Est-ce que quand on observe au zénith ou quand on observe à une très faible élévation, les segments se déphasent en fonction de l'élévation? Ça serait quelque chose qu'on pourrait imaginer juste mesurer. Et pourquoi pas à la fin essayer de corriger en temps réel. Si on arrive à mesurer quelque chose, est-ce qu'on pourrait essayer de le corriger en temps réel en utilisant le Zernike Wave Function Sensor? Donc ça, c'est Jacques Robert, Oui. c'est une question justement que j'avais. C'est pour faire du co-phasing que vous mettez ça en place, ou ce serait éventuellement pour corriger plus que juste le type tilt piston de chacun des segments? Donc, je pense qu'il y a le problème, c'est que pour l'instant, on a comment dire? On imagine qu'on vous donne toutes les autorisations pour contrôler le miroir primaire de Cake. Je crois que l'idée première du Zernike Wave Function Sensor, c'était donc ça a été JPL, ils voulaient faire des tests avec le Zernike Wave Function Sensor. Et je pense que l'idée ici, c'était juste est-ce qu'on peut mesurer quelque chose sur des miroirs segmentés, donc sur un vrai télescope, on va dire. Donc ça, c'était l'idée de départ. Après, nous, ce qu'on a voulu faire, donc il y a une partie calibration pendant la journée. Donc, est-ce qu'on pourrait calculer les NCPA en utilisant le Zernike Wave Function Sensor? Et donc là, ça revient un peu à ce que tu nous dis. Est-ce qu'on peut essayer de mesurer des aberrations globales? Donc pas forcément que le piston et le type tilt des segments, mais est-ce qu'on peut voir du défocus ou ce genre de choses? Donc ça, on pense qu'on peut le faire pendant la journée. On a essayé déjà de faire des tests et ça a l'air d'être prometteur, on va dire. Pendant la nuit, je pense l'étape 1, c'est vraiment d'essayer de voir si on peut mesurer en temps réel ces co-phasing errors. Et je pense que évidemment, si on arrive à mesurer de manière fiable ces erreurs de co-phasing, on pourra contrôler le miroir primaire en temps réel.
c'est pas vraiment en temps réel. On peut appliquer des corrections régulièrement sur le miroir primaire pour compenser ces défauts de phase. Et du coup, avec le Zanicki, vous avez réussi à mesurer à peu près à quel point il est phasé ou pas, ou faire une estimation de combien vous en produisez actuellement? Donc, on n'a pas eu beaucoup de temps d'observation avec les Zanicki Wavefront Sensor et une partie des observations, on n'avait vraiment pas du bon temps. Donc, pour l'instant, ce qu'on a essayé, donc, ça, c'est typiquement c'est une image du miroir brut, on va dire. Mais on est toujours en train de se poser la question de. On n'a pas encore travaillé assez sur ce sous-projet de Kepic pour pouvoir faire des mesures fiables. Donc là, il y a plusieurs questions qui se posent. La première, c'est est-ce qu'on doit faire des longs temps de pause pour essayer de faire une moyenne de l'atmosphère, des erreurs, de la turbulence, ou est-ce qu'on doit faire des très très courtes pauses pour pouvoir juste avoir des snapshots des erreurs. Donc, pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a accumulé énormément de données sur. On a observé des étoiles extrêmement brillantes et à 600 ou 700 Hz. Et l'idée pour l'instant, c'est qu'on a plusieurs étudiants qui sont en train d'essayer de voir là, est-ce que s'il vaut mieux faire des moyennes, et comment on réduit les données. On n'est pas sûr à 100% de comment on fait ça pour l'instant. Donc, parce que si on veut mesurer des défauts de co-phasing du miroir, on est obligé de faire des mesures absolues. Et comme vous le voyez, les mesures absolues, elles sont. Il y a beaucoup de choses dedans. C'est pas vraiment clair. Est-ce que vous n'avez pas des problèmes comment dire, de capture range en fait, parce que la sensibilité du Zernick elle est quand même relativement limitée, en tout cas la zone linéaire. Donc qu'est-ce qui se passe si vous avez des erreurs de cophasage, je sais pas, de quelques microns, ou vous êtes largement en dehors de ce que vous pouvez mesurer avec le Zernick? Donc ça, c'est en absolu, je suis d'accord. Donc en relative ici, ça c'est je crois qu'on a poussé les segments de 200 nanomètres. Ces 3 segments-là, ils sont poussés 200 nanomètres. Donc ça fait un optical path difference de 400 nanomètres parce qu'il y a la réflexion. Donc on arrive à mesurer, quand on fait des mesures relatives, on arrive à mesurer relativement des faibles phasing errors. Mais je pense que l'idée ici, c'est il y a beaucoup de gens à qui suspectent que le co-phasing du miroir dépend de l'élévation. Donc, quand on est au zénith, en gros, le miroir a une certaine forme, et quand il est à low elevation, il y a un vecteur gravité qui déforme qui affecte le co-phasing du miroir. Du coup, je pense que l'idée numéro 1 ici, ça serait de prendre des images à plusieurs élévations et juste de faire des mesures relatives au début pour voir si les segments bougent. Et du coup, là, on pourrait aller. La résolution est. Avec cette version du Zernicki, je pense qu'on sera relativement limité. Mais bon, c'est juste. Ça pourrait mettre au moins une valeur maximum sur les co-phasing errors en fonction de l'élévation. Et pour la phase 2 de Kepic, on va avoir comment ça s'appelle, un vector Zernicki Wavefront Sensor. Désolé, je suis un peu. Oui, vector Zernicki Wavefront Sensor. Donc, a priori, ouais, on aura cette deuxième version du Zernicki Wavefront Sensor, donc le vector Zernicki Wavefront Sensor. Et de ce que j'ai compris de cette nouvelle version, elle est beaucoup plus sensible. Et donc, on fera des tests avec cette nouvelle version également. Donc, en gros, donc ici, c'est le résumé de tout ce qu'on a fait sur la phase 1. Donc, on a tout ce que j'ai décrit. Donc, les coronographes qui sont utilisés régulièrement, la pyramide qui est utilisée régulièrement. On peut faire des offsets avec la pyramide maintenant, et ça est régulièrement utilisé pour la science. Le Fiber Injection Unit, donc on a obtenu des données sur une quarantaine de targets. Donc, ça a été des données qui ont été obtenues pendant une nuit d'engineering et beaucoup de nuits science aussi. Pour le moment, ça a été vraiment limité aux gens de l'équipe de Kepic. Et donc, la phase 1 se termine
maintenant, là. Donc, on a eu 4 nuits la semaine dernière, on a 4 nuits en novembre. Et après les 4 nuits en novembre, on va passer à la phase 2. Et l'idée, c'est que la phase 2, on va ouvrir Kepic à la communauté. Et il y a déjà des gens qui ont des idées d'observer autre chose que des exoplanètes. Le Zernike Wavefront Sensor, c'est définitivement des données préliminaires pour l'instant, mais on a accumulé beaucoup de données sur des étoiles très brillantes, des étoiles plus faibles aussi. Et je pense que pendant les 3-4 prochains mois, on a des étudiants qui vont travailler dessus et essayer de voir qu'est-ce qu'on peut tirer de ces données. Et donc la phase 2 va arriver en mars l'année prochaine. Et donc voici la liste exhaustive ou presque de tout ce qu'on veut rajouter dans la phase 2. Donc il y aura beaucoup de nouvelles choses qui vont arriver et qui vont être donc certaines de ces upgrades vont être juste pour avoir plus de modes d'observation. Donc par exemple, il y a plusieurs filter wheels qui permettent d'observer en bande J, d'observer en bande H, d'observer dans différentes bandes. On va avoir il y a d'autres améliorations qui sont plus vraiment pour des tests. Donc là, il y a un Vortex Fiber Nulling, c'est une nouvelle idée qui a été présente, qui a été proposée par quelqu'un à Caltech. Et l'idée, c'est de pouvoir essayer d'observer des planètes qui sont extrêmement proches de leur étoile. Donc ça, c'est vraiment un prototype et on va essayer de démontrer ce prototype. Et il y a d'autres choses qui vont être ajoutées pour faire différents types de sciences. Donc voilà, c'est la fin de la présentation. Et voici en gros la team, l'équipe entière de toutes les personnes, je pense, qui ont travaillé sur ce projet. Donc si vous avez des questions. Ils m'entendent là? Oui. Très bien. Ouais. Je suis pas sûr que vous m'entendez. Merci JM pour ça. Je ne sais pas du coup s'il y a des questions. Je n'ai pas accès à la chatroom, donc je ne sais pas si on répond pas au chat. Je ne sais pas si on répond au posé, je n'ai pas l'impression. Non. Non, il n'y a pas de questions ici. Oui, moi j'en ai une. Si... Vas-y. J'ai une question, Jacques Robert, c'est Anthony. Enfin, j'ai plusieurs questions. Est-ce que tu peux revenir sur les slides où tu décris la pyramide, là, enfin le fonctionnement de la pyramide? Donc la pyramide, c'est l'analyseur infrarouge et elle est couplée, non plutôt sur le schéma de principe, là, elle est couplée au premier miroir déformable, c'est ça ou comment Ah, ça c'est bien. Ouais. Oui, donc en fait, pour l'instant, il y a deux possibilités. Soit on observe avec le Shake-Hartmann, soit on observe avec la pyramide. Et les deux contrôlent le miroir, on va dire, standard de Keck. Donc c'est un 21 par 21. Okay. Mais dans le futur, la pyramide aura son propre miroir déformable, mais qui sera pas visible par le Shake-Hartmann. Donc là, en fait, quand tu as une étoile faible, donc le Shake-Hartmann la voit en visible et la pyramide la voit aussi en infrarouge. Ouais. Mais du coup, en visible, on n'a pas de flux. Donc en fait, le contrôle, enfin la correction, elle est drivée par la pyramide, c'est ça? Enfin, il y a un choix qui est fait entre les deux analyseurs pour piloter le PM en fonction de la magnitude de l'étoile et de sa couleur. Donc pour le moment, ce qui se passe, c'est que au début de la nuit, on choisit soit pyramide, soit Shake-Hartmann, et on change pas pendant la nuit. D'accord. Ok. Et ça, c'est juste une question de le RTC, donc le Real Time Computer. Pour l'instant, il y a deux RTC différents et ils sont en train de combiner les deux. Donc, au début de la nuit, on choisit un wavefront sensor et donc la target list est faite en fonction du wavefront sensor utilisé. Ok. Et, et c'est à quelle fréquence de correction? Donc, la pyramide, elle va jusqu'à 1 kHz pour l'instant. D'accord. Et en fait, je pense qu'on pourra la pyramide ici, on utilise une Saphira
Et donc, il y a, en gros, il y a un détecteur qui est utilisé par le détecteur. Il y a deux équipes qui ont fait des électroniques pour ce détecteur. Donc, il y a le First Light qui ont fait la Seared 1 avec ce détecteur, et je pense qu'ils peuvent aller à 3,2 kHz. Et l'IFA, donc c'est l'Institut for Astronomy d'Hawaï, qui ont fait une électronique, et je crois que l'électronique est limitée à 1,2 kHz ou 1,5 kHz. Ah, du coup, là, c'est pas une Cered, en fait, C'est une Saphira. Oui. c'est juste un Saphira, mais c'est pas la Cered, quoi. C'est ça, enfin, c'est le Ouais, c'est une électronique. détecteur Saphira dans une autre caméra, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça qui limite ta fréquence de boucle? Le DM, il peut aller si vite que ça? Je crois que le Shaka Hartmann de Keck, il peut aller plus vite que ça. Oui. D'accord. Et Mais il y a bon, pas... après, vas-y, Anthony. Non, non, vas-y, finis. J'ai une autre question. J'ai oublié ce que je voulais dire. Donc. Bah alors, l'autre question, c'était s'il y avait des problématiques thermiques, des besoins de refroidir certaines parties de l'analyseur. Donc là, l'analyseur, il va quand même jusqu'en H, et donc JH. Oui. Est-ce que vous avez identifié des problématiques justement thermiques? Donc le Saphira, il est dans un cryostat. Et, la fenêtre du cryostat, il y a un filtre. Donc je ne sais jamais si c'est short ou long. En gros, tout ce qui est après H n'est pas transmis à la caméra. Et, Ok. donc, mais Donc, par il n'y a contre, que le détecteur qui refroidit, il n'y a pas le reste. Enfin, il n'y non, a pas le rien reste. d'autre qui refroidit. Il n'y a même Non. pas d'optique, à part peut-être non, il n'y a pas d'optique refroidie non plus. Non, tout, donc, tout ce qui est ici, à part la pyramide, quoi, les instruments aussi sont dans des cryostats, mais sinon, dans le banc, il n'est pas refroidi. Ok. Et qu'est-ce que je voulais dire? Non, mais c'est. Oui, donc NIR2, tu disais, c'est KLM, c'est ça? Ouais. Donc il n'y a pas de. D'accord, ça n'observe pas à plus courte longueur d'onde. Si, tu peux, a priori. Hein. Il y a eu des observations en J Oui, avec oui. NERC2. Hein. Non, tu peux Ah, faire ok. GH, mais le truc, c'est que si tu utilises la pyramide, la Oui, dichroïque qui d'accord. envoie la lumière à la pyramide, d'ailleurs, c'est cette image-là plutôt. Donc la dichroïque qui envoie la lumière à la pyramide prend tout J1H en gros. Ok. Et si, donc, Oui, là, ici, là, donc, si tu utilises Capic, tu retires le JH Ouais. de NERC2, en fait. ouais, c'est ça. Mais j'imagine que vous avez gardé une baseline qui est NERC2 ancienne version, où vous pouvez envoyer JH sur Ah oui, NERC2. donc cette dichroïque, elle est motorisée, la dichroïque, quoi. Cette dichroïque ici qui select J et H, elle est motorisée, donc on peut soit avoir la dichroïque qui envoie JH, soit un miroir qui envoie tout, ou soit rien du tout. Donc on retourne sur cette version du banc. Donc le visible pour chaque Hardman est JHKL Ouais. pour les instruments. Et du coup, là, j'étais assez impressionné par les valeurs de magnitude dont tu parles, là, les magnitudes 20 en visible. Alors, c'est quoi? C'est du R ou c'est visible? Tu as une idée de la magnitude quand tu... Ouais, ça, là. Visible magnitude, c'est quoi? Je crois que c'est la V. C'est V, d'accord, ok. Mais encore une fois, là, c'est par exemple quand on observe donc, cette target-là, par exemple, DCIRS7, c'est une magnitude 9 en H. Et je crois qu'il n'y a même pas de magnitude visible pour cette. Je ne sais pas si Ouais. quelqu'un connaît la magnitude. Je pense Ouais. qu'il y a quelqu'un qui la connaît, mais elle n'est pas disponible. Il y a un V-K de 6 ou 8, enfin, minimum, quoi. Bah, 20, c'est assez impressionnant quand même. Et en fait ces objets-là, plus ils montent en magnitude H, et plus ils sont rouges, quoi. Les derniers, là, ils ont un V-H de 10, quoi, le plus élevé, là. Donc, c'est pas quelque chose qui est caractéristique de la manip, cette courbe, hein. C'est simplement caractéristique du choix d'étoiles que vous avez fait. Oui, bien sûr. Ça, vous avez pris. Non, mais on a évidemment choisi des étoiles. Je pense que même cette étoile-là qui est tout en haut, c'était même pas un objet scientifique, c'était juste pour. Pendant une ligne engineering, on a essayé de voir est-ce qu'on pouvait observer des étoiles qui n'étaient même pas observables avec le laser. Oui, c'est ça, c'est un monstre, cette étoile. Alors.
Mais par contre, l'axe des abscisses, c'est la manip et ça veut dire que tu vas jusqu'à magnitude 12, quoi, quasiment. Ouais, 12, 13, facile. Et ça, c'est pas Donc, mal, là, quoi. Alors, Bon, donc, t'as pas là, le même style, ouais, d'accord. non, on n'a pas le même shred. Donc là, pour la phase 2 de la pyramide, donc là, il y a plusieurs problèmes avec la pyramide. Le premier problème, c'est que les prismes, ils n'ont même pas de coating, c'est juste des prismes bruts. Donc on a plein de bruit, il y a beaucoup de réflexions et la transmission n'est pas idéale. Donc on pense qu'on peut pousser cette courbe, basiquement, on va la shifter de 1 magnitude et demie pour la phase 2, je pense. Mais oui, on n'aura pas le même Strel quand tu as toute ça une magnitude 12, le Strel, il n'est pas du tout le même. D'accord, donc la coupure, c'est à peu près magnitude 8-10, quoi. Enfin, on va dire, c'est Ouais, plat c'est ça. jusqu'à 9, quoi, à peu près. Ouais. Ok, merci. Je peux une question, Jeanne, non? Je vois qu'il y a une question de Mona, oui, si tu veux y aller rapidement. Salut. Oui. J'ai une question par rapport au centrage de la planète sur la fibre monomode. Oui. Donc, tu as dit que vous faisiez un scan assez grossier pour placer la planète sur la fibre. Est-ce que vous utilisez un système pour optimiser le centrage? Et si oui, quelle est la précision de centrage que vous obtenez sur la fibre? En fait, alors, la version, pour déterminer grossièrement la position des fibres, on a une autre méthode que je ne décris pas ici, mais ce scan en cette grille, on va dire, c'est ce qu'on utilise avant la nuit. Juste avant la nuit, on scanne toutes les fibres. On essaye de trouver où est-ce qu'on doit mettre la PSF sur le détecteur pour que la PSF soit alignée avec la fibre. Donc ça, c'est comment dire, c'est ce qu'on utilise pour faire la science, on va dire. La précision de ça, on pense qu'on est très précis parce que, en fait, si tu es un tout petit peu off, tu vas perdre beaucoup en transmission. Et je crois qu'on avait calculé avec les données qu'on a, on pensait qu'on pouvait arriver jusqu'à à peu près 3,2% de throughput. Et vu qu'on arrive à obtenir des 3% pendant la nuit, 3,1%, quelque chose comme ça, en fait, on peut pas être très très loin du maximum ici. Parce que, comme tu peux le voir, si on s'éloigne de 50 milliards de secondes, qui est la taille de la PSF, on perd tout le flux. Donc, on pense qu'on est très très bon. On a fait des mesures sur le ciel et on est à peu près d'habitude dans une dizaine de milliards de secondes. Le tic-tic résiduel qu'on observe ou qu'on pense qu'on a, c'est à peu près une dizaine de milliards de secondes. Et ça correspond aux données throughput qu'on a en gros. Ok, merci. Jacques Robert, tu disais tout à l'heure que l'instrument allait être offert à la communauté, c'est ça? Oui. Donc, ça veut dire que pour l'instant, il n'y a pas eu encore de programme d'observation astrophysique avec CAPI. Donc ça, c'est le problème. Ouais, je ne sais pas si c'est un problème à Keck ou non, mais il y a plusieurs instruments ou plusieurs sous-instruments qui sont... En gros, ils sont utilisables par nous, quoi. En gros, Kepic, il a été utilisé pour faire de la science, mais les personnes qui peuvent l'utiliser c'est un groupe restreint. Donc en fait, on a déjà observé beaucoup d'exoplanètes. On a déjà fait d'autres choses avec. Donc on a déjà fait des transits. On a déjà fait du Doppler imaging. On a déjà toutes ces données-là, mais là, pour l'instant, ça a été que on va dire, des personnes proches de Dimitri, on va dire, qui ont pu accéder à l'instrument. Et l'idée, c'est que quand on déploie la phase 2, donc en février-mars, la priorité numéro 1, c'est de retomber sur nos pieds, en gros, de retomber sur des performances similaires aux meilleures. Et la priorité numéro 2, ça va être de mettre à disposition tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Et après, on va travailler sur des nouveaux modules qui vont être progressivement offerts à la communauté. D'accord. Communauté, Il y a déjà... Enfin, communauté Keck, hein, bien entendu. Oui, américaine, tu veux dire. Faut appartenir à... Voilà.
Ouais. Oui. Ouais, ça sera la communauté, les gens qui observent avec elle. Mais il y a déjà plusieurs groupes qui veulent observer certaines targets avec le Fiber Injection. Il y a déjà des programmes qui ont été proposés pour fin de l'année prochaine, je crois, au milieu de l'année prochaine. J'ai une question sur les coronaux. Donc là, il n'y a que des vortex. Est-ce qu'il y a des idées des projets de mettre des apodiseurs? Est-ce que vous avez fait une étude une étude comparative des différents types de coronaux adaptés à la pupille cake, ou c'est juste, l'idée c'était juste de faire des vortex et puis sans se poser d'autres questions? Je pense que donc les vortex, ils ont été installés il y a longtemps, je pense. Ça doit être en 2015 ou 2016. Et à l'époque, je pense que Dimitri a mis des vortex parce que Dimitri aime les vortex. Mais je pense qu'il y a une des choses, c'est que NIRC2, il arrive un peu en fin de vie aussi. Et il y a d'autres instruments qui vont être installés. Donc, je ne sais pas si NIRC2 il va être retiré rapidement ou est-ce qu'il va être utilisé en parallèle de nouveaux instruments et progressivement retiré. Donc, je pense que pour NIRC2, il n'y aura pas de nouveau coronographe, à mon avis. Par contre, dans notre dans le reste de Kepic, il y a plusieurs idées pour pouvoir mettre des coronographes. L'idée, c'est que la Saphira, dans la phase 2, elle verra deux miroirs déformables et deux type tilt miroirs, deux miroirs type tilt. Donc, on pourrait imaginer faire un étage correction avec un Shaq Hartman et un étage de correction avec la pyramide. Et il y a des plans focaux qui sont disponibles, donc on pourrait imaginer utiliser le Shaq Hartman pour faire la correction, et la pyramide, il n'y aurait plus de pyramide, il y aurait un vortex dans le plan focal et faire ou un coronographe en plan focal pour faire de la science avec la Saphira. Mais pour l'instant, je crois que c'est juste des proposals, mais il n'y a rien qui a été accepté pour l'instant. Et tu n'as pas essayé de faire un petit dark hole sur la fibre? Donc ça, c'est oui, il y a des dans l'équipe de Dimitri, il y a des gens qui travaillent sur Kepic, on va dire sur le vrai Kepic, on va dire. Mais il y a une copie qui est à Caltech et ils ont essayé de faire ça déjà. Donc, je pense qu'ils vont. Et ce qu'on attend, c'est pouvoir avoir Donc, dans la phase 2 de Kepic, il y aura un miroir déformable, un Boston, qui sera visible que par la pyramide et par Kepic, on va dire. Et du coup, ça nous permettrait de faire des corrections en Shaq Hartman. Donc la boucle, elle est stable. Et après, on pourrait envoyer n'importe quelle commande on veut à ce miroir déformable pour créer des dark holes sans avoir à prendre en considération comment on envoie la commande au Shaq Hartman pour qu'il ignore, pour qu'il ne voit pas les corrections qu'on essaie de faire pour creuser un dark hole. Donc je pense qu'il y a déjà des tests qui ont été faits en labo, et là, ce qu'on attend, c'est juste avoir un miroir déformable qui soit plus accessible, on va dire. Et au fait, je reviens sur la pyramide, là, mais le RTC qui est entre la pyramide infrarouge et votre DM, c'est bien le calculateur temps réel du Lésia, de Damien? Non, alors pas encore. Donc celui-là? D'accord. Non, donc en fait, le Shaq Hartman, il a un vieux RTC maintenant, je pense qu'il a un vieux RTC. Un RTC qui est utilisé à Cake depuis longtemps. Quand on a installé la pyramide, on a eu un RTC juste pour la pyramide, on va dire. Et le nouveau RTC qui est installé par Damien, donc pour l'instant, il est en train de déployer sur Cake 1 et il va être déployé sur Cake 2. Et en fait, l'idée, c'est que ce nouveau RTC contrôle tout. Il n'y a plus un RTC pour le Shaq Hartman, un RTC pour la pyramide. C'est juste un RTC qui contrôle tout. Et du coup, je crois qu'ils sont un peu en retard sur Cake 1, donc je pense que ça va arriver sur Cake 2 au milieu de l'année prochaine ou quelque chose comme ça.
Merci beaucoup, Jacques Robert. Donc là, il y a Joël qui nous a quittés puisqu'il avait quelque chose à faire. Du coup, c'est moi qui vais clôturer le séminaire. Donc, s'il n'y a plus de questions, je vais libérer tout le monde. Je tiens à remercier Jacques Robert pour sa présentation et merci à tous d'être venus et merci pour vos questions pertinentes et nombreuses. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Merci. Merci.